Du druide Panoramix et sa potion magique en passant par les festins de sangliers, on nous a raconté que les Celtes étaient des barbares avides de violence et pratiquaient des rituels sauvages. Mais ça, c'est l'image que l'on connaît. Voyons qui étaient vraiment les Celtes, leur culture et surtout leurs croyances. Peuple indo-européen, les Celtes ont émigré depuis l'est de l'Europe au cours du second millénaire avant notre ère. Ils occupaient toute l'Europe, depuis l'Espagne jusqu'à la Turquie actuelle, puis ils se sont retirés dans des territoires plus à l'ouest, la France, l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Irlande et l'Écosse. Nous connaissons les Celtes à travers les historiens romains qui ont réinterprété à leur sauce les dieux et les mythes celtiques par rapport à leurs équivalents romains approximatifs, leur faisant perdre leur petite saveur celtique en cours de route. On peut obtenir des informations plus sûres sur les Celtes de l'Ouest parce que l'Irlande n'a jamais été romanisée. Elle n'a été convertie au christianisme qu'au 5e siècle de notre ère. Les Celtes adoraient plusieurs centaines de dieux et de déesses. Ils nous sont très mal connus à cause du manque de sources fiables. Pour rien arranger au problème, chaque tribu avait ses propres noms de divinités. Autant dire, on est mal. Il y a cependant des correspondances entre les divinités des différentes zones géographiques. Des équivalents dans les mythes et l'omniprésence des druides, tant en Gaule que dans les îles britanniques. Tout d'abord, les Celtes sont des païens, cela veut dire qu'ils croient en plusieurs divinités. Parfois une seule divinité, mais qui peut prendre plusieurs avatars ou plusieurs formes, tout comme en Égypte par exemple. Ils ont laissé peu de traces écrites, car ils ne faisaient pas confiance à l'écriture et transmettaient leurs lois, leurs traditions et leurs croyances religieuses de façon uniquement orale, par un enseignement très long. Pour devenir druide, il fallait 20 années. 20 ans. Vous imaginez, un docteur en médecine aujourd'hui, c'est 8 ans d'études. Druide, c'est 20 ans. Autant vous dire qu'il fallait être motivé. Notre connaissance de la culture celte est donc essentiellement basée sur les témoignages grecs et romains, sur quelques vestiges archéologiques et sur les écrits irlandais et gallois plus tardifs. La mise au jour de nombreux objets celtiques a permis néanmoins aux chercheurs d'obtenir une vision différente de celle décrite par les auteurs gréco-romains. De plus, les Celtes formaient un peuple d'une grande intelligence et d'une grande richesse, dont les qualités artistiques et techniques demeurèrent inégalées dans l'Europe préhistorique. En gros, on a découvert qu'ils étaient peut-être pas aussi cons. La tradition celtique ne comporte aucun récit cosmogonique. Les Celtes croyaient que l'univers se créait à chaque instant et chaque jour. Ils ne racontent pas réellement la naissance de l'univers et ne décrivent pas le résultat fini de l'acte créatif. Ils ne conçoivent pas cet acte comme étant chronologique. Certains mythes sont malgré tout considérés comme cosmogoniques par les historiens, dans la mesure où ils nous expliquent le rapport entre les dieux et le monde des hommes. L'œuf cosmique, ou œuf de serpent ou l'oursin fossile, se retrouve dans quasiment toutes les croyances celtiques, quels que soient les pays. Au commencement était le néant, il exista et se développa pour devenir un œuf. Il s'ouvrit au bout d'un an et la moitié de la coquille devient argent, la terre, et l'autre devint le ciel, l'or. La membrane interne devint les montagnes et la membrane externe forma les nuages et le brouillard. On voit bien qu'ils vivent en Bretagne, les types. Les veines quant à elles devinrent les rivières et le fluide au-dedans devint l'océan. Le Sidj, l'autre monde, ou la demeure des dieux. Le Sidj est un monde parallèle au nôtre auquel les mortels peuvent accéder. Souvent les héros ou les rois, pas les grouillots, faut pas déconner. Pour y accéder, ils devaient connaître les portes et les incantations. Le meilleur exemple est l'île d'Avalon dans la légende arthurienne, où seules les prêtresses connaissent les incantations et le chemin au travers des brumes d'Avalon. Les habitants du Sidj ne sont pas contraints aux lois du temps et de l'espace. De plus, les Celtes croyaient également à la vie après la mort. La race des dieux, les Tuatha de Dana, les enfants de la déesse Dana. Cette race d'êtres divins, habitants mythiques de l'Irlande, avant les Celtes, affirmait descendre de la déesse ancestrale Danu ou Dana. Ils apportaient avec eux en Irlande 4 talismans puissants, la pierre de Fal, qui criait lorsque celui qui devait être roi la touchait,
la lance de Lugh, qui garantissait la victoire. C'est un équivalent d'ailleurs de la lance du destin ou la lance de Longinus chez les chrétiens. L'épée de Nuada ou Claim Solas ou encore Excalibur pour la légende arthurienne, à laquelle nul n'échappait et qui pouvait tout trancher. Et enfin le chaudron de Dagda, qu'aucune compagnie ne quittait sans être rassasiée et pouvait apporter l'immortalité ou la jeunesse éternelle. Encore un équivalent du Saint Graal chez les chrétiens. Les Tuatha de Dana étaient versés dans la magie et les pratiques druidiques, car il faut bien comprendre que chez les Celtes, il y avait des druides chez les hommes, mais également chez les dieux. Les Tuatha de Dana, que l'on retrouve dans nombre de récits, sont le peuple mythique de l'Irlande, mais pas exclusivement, puisqu'ils se retrouvent sous des formes différentes et généralement d'autres noms dans tout le monde celtique. Ce sont les dieux, les déesses, les héros ou les magiciennes. Leurs 3 druides primordiaux sont Éoloas, la connaissance, Fils, le savoir, et Focmark, la recherche. Les Tuatha de Danann vivaient dans 4 îles au nord du monde. Phalias, qui est dirigé par le druide Morfessa, Gorias, qui est dirigé par le druide Esras, Morias, qui est dirigé par le druide Sémias, et enfin l'île de Finias, dirigée par le druide Uisias. C'est en ces lieux que l'on s'exerçait à l'art, qu'ils apprenaient la poésie, la sagesse et la magie druidique. Voyons maintenant un petit inventaire des principaux dieux de la mythologie celtique. On ne peut pas les voir tous, il y en a des centaines et des centaines. Et en plus, ils ont des noms différents suivant s'ils sont en Bretagne, en Écosse, en Irlande, etc. Lugh est le dieu suprême de la mythologie celtique, non seulement parce qu'il est au sommet de la hiérarchie, mais aussi parce qu'il est pan-celtique. Il fait partie des rares divinités à se retrouver, selon nos connaissances, chez tous les peuples celtes. C'est aussi un dieu solaire. Il a notamment donné son nom à la ville de Lyon, Lugdunum. C'est un dieu belliqueux, violent, mais aussi bienfaisant, doué pour les opérations intellectuelles, artisanales et l'exercice de la médecine. Enfin bref, il fait un peu tout. Il est fréquemment rapproché à Odin chez les Nordiques et Mercure chez les Romains. Il possède la lance de Lugh, l'un des 4 artefacts sacrés. La déesse ou le principe féminin de la déesse Terre. Une et multiple, elle représente la mère nourricière et régénératrice. Elle est schématiquement à la fois la mère, l'épouse, la sœur et la fille des autres dieux. Son nom se retrouve sous différentes graphies. Elle se manifeste sous la forme d'innombrables avatars, Dana ou Danu, la mère des dieux, Keridwen, la magicienne, Brigitte ou Brigantia est souvent comparée à la Minerve des Romains, dont elle partage certain nombre de ses fonctions. Elle est la déesse mère, elle règne sur les arts, la guerre, la magie et la médecine. Epona, déesse des chevaux, Andarta, déesse de la victoire, Maca, déesse de la guerre, et enfin Morrigan, déesse de la guerre et de la mort, souvent représentée par des corbeaux. Elle, c'est la pas gentille version. Le dieu druide Dagda, il commande aux éléments et contrôle le temps, donc l'éternité. Il est armé d'une massue. Il représente la souveraineté, les contrats et l'amitié. Il est le plus puissant des dieux après Lugh. Le dieu roi Nuada, il est l'aspect de la souveraineté temporelle. Il possède d'ailleurs l'épée du même nom, ou appelée Excalibur. Vous comprendrez le rapport avec notamment le roi Arthur, le gardien d'Excalibur, le vrai roi de Bretagne. Ogm est l'inventeur de l'écriture sacrée, les Ogham. Il est le frère de Lugh et Dagda. Il est le dieu de la guerre. Il est souvent comparé à Hercule chez les Romains. Bélénos, c'est un dieu lumineux dont le nom signifie resplendissant, éclatant. Ses fonctions principales sont la médecine et les arts. Cernunnos, le dieu cornu, il est le seigneur des créatures et de la régénération. Aucun mythe, aucune légende n'a été conservé sur ce personnage. On est donc réduit à des suppositions faites à partir de son iconographie pour comprendre sa place dans le Panthéon. Il a servi néanmoins de modèle pour la création du diable chez les chrétiens en 600 de notre ère. Taranis serait principalement le dieu du ciel et de la foudre. Il est facilement rapprochable à Jupiter chez les Romains. Dianchech, le dieu médecin, c'est un dieu magicien qui apportait les potions et les remèdes.
Et pour finir, Toutatis, ou Toutatis, plus connu grâce à la bande dessinée Astérix, que le ciel nous tombe sur la tête. En fait, Toutatis, nous ne savons en soi pas grand chose sur lui. Outre les dieux, le monde celtique était parsemé d'innombrables créatures qui n'a rien à envier à un bestiaire d'Heroic Fantasy de Tolkien. Il y avait tout d'abord les 4 esprits élémentaux. Les gnomes, les gardiens de la terre qui cherchaient les trésors. Les ondins, les gardiens de l'eau qui arpentaient les fonds marins. Les sylphes, gardiens de l'air qui étaient là pour déclencher les tempêtes et les orages. Et les salamandres, les esprits gardiens du feu qui pouvaient donner la force de la volonté. Mais il y avait aussi les elfes, petites créatures, rien à voir avec les elfes de Tolkien car ils étaient beaucoup plus petits et vivaient dans la forêt et jouaient des tours malicieux, ainsi que leurs cousins, les Korrigans, qui étaient un peu plus crapuleux, qui faisaient souvent des farces. Mais il y a également des créatures un peu plus grosses, comme les dragons par exemple, qui se retrouvent souvent dans le cycle arthurien par exemple. On retrouve également les licornes et beaucoup d'autres. Pour les Celtes, le calendrier était une chose très importante, aussi bien solaire que lunaire. Ils étaient les 2 points de repère de toutes leurs fêtes et du passage des saisons. Les 2 équinoxes et les 2 solstices et 4 autres fêtes. La Samin, le 31 octobre, ce jour inaugure l'hiver et à minuit la nouvelle année, devenue Halloween pour les anglo-saxons. Yule, le 21 décembre, le solstice d'hiver, les jours commencent à rallonger. Cette fête célèbre la renaissance du soleil. Ce n'est qu'au VIe siècle après JC que le pape Télésophe fixa au 25 décembre la nativité, suivant ainsi les recommandations du concile d'Éphèse. Et oui, Jésus n'était peut-être pas né un 25 décembre avant. Ensuite vient Imbolc, le 2 février. Cette fête, la Chandeleur, qui correspond au jour où les Romains renouvelaient le feu des Vestales, annonce les premiers signes du printemps. Ostara, le 21 mars, l'équinoxe de printemps. Le jour et la nuit sont égaux. Avec la montée en puissance du soleil, les champs commencent à fleurir. Beltane, le 30 avril, Walpurgis dans les pays nordiques. Parfois aussi le 1er mai. Le printemps s'ouvre à la voie de l'été. C'était la fête la plus importante quasiment dans les mythes celtiques. Lita, le 21 juin ou le solstice d'été. C'est le jour où le soleil est le plus proche de la terre. Il est de coutume de danser autour de grands feux de joie pour consacrer la victoire de la lumière. C'est le culte du feu solaire. Luganash, le 1er août, c'est la fête de la première récolte du blé. On sent déjà le reflux et l'approche de l'ombre. Mabon, la dernière, le 21 septembre, l'équinoxe d'automne. Le jour et la nuit sont égaux. C'est la fin des récoltes et le début de l'âge sombre. Dans la société celtique, le pouvoir était divisé en 2. Le pouvoir temporel, représenté par le roi, et le pouvoir spirituel ou sacerdotal par le druide. C'est l'union des deux qui forme l'équilibre de la société celtique. La société des hommes était divisée en 3 groupes. Une première classe, sacerdotale, qui était responsable du religieux et du sacré. Une deuxième, combattante, qui était là pour la guerre et la magie. Une troisième classe, artisanale, qui était là pour produire tout ce que la société a besoin. Ça, c'était assez commun, ceci dit, à cette époque. Pour entrer dans le détail, le sacerdotal est lui-même divisé en 3 ordres. Tout d'abord, les druides, qui est un personnage central de la société celtique, au point qu'il est à la fois ministre du culte, théologien, philosophe, gardien du savoir et de la sagesse, historien, juriste et aussi conseiller militaire du roi et de la classe guerrière. Il est en premier lieu l'intermédiaire entre les dieux et les hommes, car je vous rappelle, il y a également des druides chez les dieux. Le modèle de la société divine est la même que le modèle de la société humaine. Le deuxième groupe sont les bardes, des poètes, des musiciens et des conteurs, spécialistes de l'histoire et des mythes. Le troisième groupe sont les ovates, des devins. Ils s'occupent plus particulièrement du culte de la divination et de la médecine. Les femmes participent à cette fonction de prophétesse notamment. Chez les Celtes, les animaux avaient une place importante. On dit même que les druides pouvaient changer de forme et prendre l'apparence de différents animaux.
Chaque créature avait son propre symbole et ses attributs. Le sanglier, symbole sacerdotal par excellence, le symbole des druides. L'ours était le symbole royal, le symbole de pouvoir, la force de l'animal était dans le souverain. Les cygnes étaient souvent les messagers de l'autre monde et venaient souvent d'Avalon ou du Sidge afin de délivrer des messages aux humains. Le corbeau était souvent associé à la guerre et à la mort. Le cerf, quant à lui, était le symbole du dieu cornu. On retrouve également le symbole du loup, pour la ruse par exemple. Tout comme pour les animaux, les végétaux avaient leur propre symbole. Le chêne, par exemple, était la représentation visible de la divinité. On en a un très bel exemple dans la série télé Game of Thrones avec les Barals, ces arbres gigantesques où il y a le visage des dieux qui servent d'intermédiaires. Le gui, bien connu grâce à la bande dessinée Astérix avec le druide Panoramix qui récupère avec sa serpe d'or le gui sur les branches du chêne. On ignore la valeur exacte que les Celtes lui accordaient, mais littéralement cela voulait dire la plante qui guérit. Il y avait sûrement un quelconque remède médicinal dont on ignore la trace aujourd'hui. L'if servait à la fabrication des baguettes pour graver les ogames pour la divination. La pomme, représentation du fruit de l'immortalité. Avalon notamment veut dire l'île aux pommes. Les noix et les glands, sans jeu de mots, représentaient la sagesse et la connaissance. Les Celtes ne bâtissaient pas de temples de pierre en l'honneur de leurs dieux. Leur lieu de culte était la nature, les bosquets, les clairières, les fontaines et les sources, les lacs et surtout les anciens sites mégalithiques, les dolmens, menhirs, cromlechs comme Stonehenge ou les alignements de Karnak par exemple. Les rites celtiques incluaient parfois des sacrifices d'animaux tels le cochon, le mouton et la vache qui étaient enterrés dans des tombes séparées. Ils avaient souvent la gorge tranchée en l'occurrence. Il y eut beaucoup de rumeurs comme quoi les Celtes pratiquaient le sacrifice humain. Les écrits grecs et romains parlaient vraiment de barbarisme sur ce sujet. La réalité est tout autre, même si il est vrai que nous avons trouvé des ossements humains sur des autels à sacrifice. Apparemment, les Celtes vénéraient les têtes tranchées, qu'ils gardaient telles des trophées. Mais les têtes dites tranchées étaient souvent celles de leurs ennemis. Ils ne se sacrifiaient pas entre eux comme par exemple les Vikings. Il existait de nombreux symboles dans la religion celtique. La plus connue est la croix celtique, une croix entourée d'un cercle. Les 4 branches de la croix représentent à la fois les 4 points cardinaux ou les 4 principales fêtes de l'année celtique. Quant au cercle, il pourrait représenter le cycle des saisons, le cycle de la vie. Le Triskel et le Triskera, dont il existe énormément de symbolisme et énormément de théories sur le sujet. Pour vous en citer qu'une seule, il s'agirait des 3 états de l'âme, de l'avant la naissance, de la vie et de la mort. La svastika fut également un symbole celtique, représentant elle aussi les 4 points cardinaux comme la croix celtique et le passage des saisons. Malheureusement, la svastika s'est un peu perdue depuis que les nazis l'ont réemployée à leur sauce pour des trucs pas cool. Il existe également l'Arwin, ou le symbole des 3 rayons, qui représentait les polarités masculines et féminines. Le reste de la signification nous échappe encore. Il fut un temps où les Celtes n'intéressaient pas vraiment les historiens. Pour eux, ce n'étaient que des barbares sans grand intérêt. Heureusement, Jules César était venu pour conquérir la Gaule, pour nous civiliser. Quelle chance pour eux! Enfin, il a quand même tué un bon paquet pour les civiliser. Les Celtes sont plus tard revenus à la mode sous Napoléon III, comme image d'une fière nation indépendante. Français! Napoléon était particulièrement intéressé par Vercingétorix, qui représentait l'unificateur des Gaulois, tout comme lui-même voulait être l'unificateur des Français. Il ne voulait plus qu'on l'appelle Napoléon le Petit. Enfin, il cherchait à légitimer son pouvoir en créant le roman national. Le druidisme moderne existe grâce à de nombreux groupes se réclamant de la tradition ancienne, notamment la Gorsedd d'Igor de Bretagne, qui a ses équivalents en Irlande, Écosse et Pays de Galles.
même s'il n'a rien à voir avec l'ancien qui a en réalité disparu à cause de la christianisation et du manque de sources évidents. La culture celtique est très ancrée dans la culture New Age, notamment avec les films et les séries télévisées d'Heroic Fantasy, tels Le Seigneur des Anneaux de Tolkien ou les jeux de rôle comme Donjons et Dragons, les jeux d'Heroic Fantasy ou tout un tas de séries télé comme Charmed ou Grimm où véhiculent les symboles celtiques. Il existe également un courant ésotérique très inspiré de la tradition celtique, ou du moins qui s'en réclame, la Wicca, créée par Gérard Gardner dans les années 1950, où l'on considère les deux polarités, masculine, le dieu cornu, et la féminine par la déesse. Ce courant ésotérique, ni bon ni mauvais, cela dépend des filiations et des traditions, s'est grandement inspiré des Celtes pour les noms des divinités. Mais pas uniquement, ce courant ésotérique s'inspire également de toutes les religions païennes de l'Antiquité. La mythologie celtique est une des plus difficiles à aborder. Chaque mythe, chaque légende, chaque dieu a sa propre interprétation suivant si l'on est en Gaule, en Écosse, en Irlande et bien d'autres. Je vous invite à faire vous-même vos recherches si vous voulez en savoir plus. Pour ce qui est de moi, je ferai d'autres vidéos sur la mythologie celtique, sur chaque petite légende, tout comme sur la mythologie nordique, égyptienne et bien d'autres aussi. La vidéo principale donc de présentation globale de la mythologie, puis après des mythes individuels par étapes sur des petites vidéos de 5 à 10 minutes environ. En tout cas, laissez-moi vous citer une petite légende bretonne. On disait autrefois qu'à chaque fois que quelqu'un arrêtait de croire aux fées, une de ces petites créatures magiques allait mourir. Donc partagez cette vidéo et à chaque fois que vous le ferez, vous sauverez une fée. N'hésitez pas également à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions ou si vous avez un avis différent ou un éclaircissement sur un sujet, ça sera vraiment le bienvenu. Je vous rappelle également pour ceux qui veulent qu'il y a le Tipeee de l'émission pour soutenir le projet dans le but d'améliorer la qualité d'image, la qualité de son, de montage également, car j'ai beaucoup de boulot sur ces domaines, on est bien d'accord. Mais bon, le travail est long, mais on s'améliore avec le temps, c'est comme ça. Donc pour ceux qui veulent, vous pouvez aller sur le site, le lien est sur la vidéo. Et pour les autres, un petit partage de la vidéo c'est déjà super sympa. Et je conclurai en disant à très bientôt et force et honneur comme les Celtes.